merci de m'avoir invité à participer à vos débats. Alors vous allez le voir qu'en tant qu'anthropologue, je vais aborder d'autres sujets. Non pas d'autres sujets, mais le même sujet sous un autre angle, même s'il va y avoir des recoupements. Alors je vais découper ma communication en deux parties. La première partie, je vais vous présenter dans quel contexte et comment j'ai été amenée en tant qu'anthropologue à travailler sur ces questions relatives à vieillesse et solidarité familiale, ce qui va m'amener dans cette première partie donc à décentrer le regard forcément ethnocentré qu'on porte chez nous sur la vieillesse. Donc j'aborderai dans un premier temps, comme l'a fait Sophie, le concept de vieillesse, vieillissement-vieillesse. Et puis dans une seconde partie, j'aborderai la notion de solidarité, et plus précisément de solidarité familiale dans les pays non occidentaux, pour le dire vite, en me fondant principalement sur mon expérience au Maroc, mais en essayant bien sûr d'en tirer des idées beaucoup plus générales. Donc j'aborde vieillissement démographique, vieillesse. Je vais aller un tout petit peu vite au début, c'est juste une introduction. Peut-être vous avez déjà abordé dans vos différents séminaires ça, mais vous savez sans doute que la question du vieillissement mondial de la population, elle émane du monde de la recherche et notamment des démographes qui mesurent précisément les transitions démographiques et qui établissent des projections pour le futur. Et ce que soulignent les études démographiques, d'une façon très générale, c'est la rapidité du processus, ou des processus, mais on peut, je crois, mettre au singulier, du processus de vieillissement dans les pays non occidentaux, dans les pays du Sud, comme on dit aujourd'hui, au-delà de la diversité de leurs contextes nationaux, politiques, économiques, culturels. Ces pays, on peut prendre à cet égard par exemple l'exemple des pays africains, ces pays qui sont encore considérés comme des pays jeunes aujourd'hui, notamment eu égard au poids de leurs 15-30 ans et à la difficulté qu'ils ont à intégrer, notamment sur le marché du travail, la jeunesse. En réalité, ces pays vont connaître un vieillissement très rapide de leur population. Et en quelques décennies, ces pays vont connaître un vieillissement comparable à ce que l'Europe a mis un siècle à atteindre. Alors, je peux prendre l'exemple du Maghreb, où les taux de fécondité dans les trois pays, qu'il s'agisse du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, dans les années 60, c'était autour de 7 enfants par femme. Dans les années 2010, on est autour de 2 enfants par femme. Au cours de la même période, l'espérance de vie dans ces trois pays du Maghreb, elle a gagné une vingtaine d'années. Pour le Maroc, 47 ans en 62, plus de 74 ans en 2010. Les pays du Maghreb ayant déjà bien entamé leur processus de transition démographique. Donc on est dans des pays de moins en moins jeunes, même si ça ne se voit pas. Parce que le problème, c'est qu'ils intègrent la jeunesse, et on est dans des pays qui vieillissent rapidement. Toujours pour donner un chiffre, je donne les chiffres du Maroc parce que je les connais un petit peu mieux, mais ils sont proches pour l'ensemble du Maghreb. Le Maroc en 2010, c'est 8% de sa population qui a plus de 60 ans, et les projections en 2050, c'est 25% de sa population qui aura plus de 60 ans, un quart de sa population, ce qui est comparable, on est à 20% pour les pays européens à peu près, selon. Et donc, ce que soulignent les démographes, c'est que ces pays vont avoir à faire face à des problèmes sociaux liés à cette croissance rapide du nombre des personnes âgées dans un temps relativement court, alors même que, contrairement aux pays européens occidentaux, ils n'ont pas développé, ou peu développé, justement, de systèmes de protection sociale, que ce soit assurance maladie ou assurance vieillesse.
hein. Au Maroc, on considère que moins de 20% de la population dès 60 ans bénéficie d'une pension de retraite. Et là-dessus, moins de 5% de femmes. Hein, c'est dire les décrochages. Et alors les chiffres sont un tout petit peu plus élevés en Tunisie, en Algérie. Pour ce qui est de l'assurance maladie, moi quand j'ai fait mes enquêtes en 2011 et 2014, c'était moins de 15% des Marocains, hein, pas simplement des plus de 60 ans, des Marocains qui avaient une assurance maladie. Ça change un peu aujourd'hui parce que le Maroc a mis en place un système, un régime d'assurance médicale à destination des populations les plus vulnérables. Hein. Alors, ce que nous disent les démographes, pour résumer très brièvement, c'est que d'ici 2050, le vieillissement mondial, hein, à l'échelle mondiale de la population, il sera bien avancé dans beaucoup de pays, tous les pays d'Amérique latine, le Maghreb, l'Asie du Sud. Alors pour ce qui est de la Chine et du Japon, ils sont très en avance, hein, là pour le coup sur le vieillissement. Hein. Il sera moins avancé dans d'autres, c'est le cas de l'Afrique subsaharienne, mais en tout cas il sera partout en marche. Comment ces pays vont-ils faire face, hein. Voilà, c'était brièvement le contexte quand on m'a proposé de participer à un programme de recherche pluridisciplinaire intégrant des démographes, des économistes, des sociologues, des anthropologues, sur justement cette question du vieillissement de la population dans les pays du Sud et surtout sur la prise en charge des personnes âgées. Il s'agissait, dans une perspective comparatiste, de questionner le rôle de la famille dans les relations intergénérationnelles, dans les solidarités, hein, le rôle de la famille et des relations intergénérationnelles, pardon, dans les solidarités qui s'expriment au moment de la vieillesse. Comment fonctionnent ces solidarités familiales? Quelles sont les transformations qu'on peut repérer? Quelles en sont les limites? Est-ce que la famille peut et jusqu'où compenser les défaillances des États? Alors, pour être tout à fait honnête, je dois vous dire que quand on m'a proposé d'intégrer ce programme de recherche, je me suis dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que, en tant qu'anthropologue, je vais bien pouvoir dire ?» Parce que si la vieillesse est un objet d'étude pour les démographes, elle n'en est pas un pour les anthropologues, et les concepts même de vieillesse et de vieillissement que mobilisent les collègues démographes, économistes, sociologues, juristes, encore que vous avez montré que ce n'était pas si simple que ça, mais je vais y revenir, ne sont pas des concepts anthropologiques. Alors, sans doute parce que la réalité démographique du vieillissement mondial de la population est un fait récent, hein, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est un fait extrêmement récent, et que les anthropologues, par l'histoire de leur discipline, ça a changé aujourd'hui, ont été longtemps cantonnés à l'étude des sociétés traditionnelles, ou dites traditionnelles, je mets des guillemets. Et vous le savez, dans l'ensemble, on ne vieillit pas très vieux dans les sociétés traditionnelles, hein. Pour le dire vite, on ne meurt guère vieux. Mais plus profondément que ça, également parce que le modèle de la vieillesse dans nos sociétés occidentales n'est pas a priori transposable à l'ensemble des sociétés. Et que l'anthropologie ne définit pas la vieillesse comme une catégorie sociale clairement définie. Hein, Sophie l'a dit, même les juristes, c'est flou. Hein. Les catégories d'âge de la vie, vous le savez, ce sont des construits culturels qui sont variables d'une société ou d'une culture à une autre. Autant l'enfance, autant le passage à l'âge adulte, ce qu'on appellerait nous l'adolescence, autant l'âge adulte, ce sont des catégories relativement bien balisées dans la plupart des cultures. Mais la vieillesse, c'est une catégorie qui est très floue. Hein. On est très marqué chez nous, et encore une fois, Sophie l'a bien montré, par l'âge calendaire. Hein. Mais dans de nombreuses sociétés, ce critère de l'âge n'est pas du tout un critère opérant.
Moi, je l'ai vu nettement au Maroc en milieu rural. Alors, ça change aujourd'hui, puisque la scolarisation touche tout le monde, l'état civil touche tout le monde, mais même encore, les gens ne prêtent guère attention à l'âge des personnes, qu'il s'agisse des nouveau-nés, qu'il s'agisse des personnes âgées. Et on les situe, les personnes, par rapport à d'autres critères, des critères beaucoup plus fonctionnels, par rapport à leur capacité. Fréquemment, les enfants, on ne dit pas à un enfant qu'il a 5 ans ou 6 ans. On dit, il est capable de s'occuper du troupeau, il est capable d'irriguer. Cette petite fille est capable d'aller chercher de l'eau à la source, de pétrir le pain. Pour les nourrissons, celui qui marche, celui qui s'assied. L'âge adulte est marqué par le mariage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un grand nombre de sociétés. Avant le mariage, on n'est pas adulte. Et même les termes pour dire homme, c'est homme marié. Avant, on est enfant ou jeune, mais on n'est pas homme. Et pour les personnes à l'extrémité de la vie, quand on s'enquiert de l'âge d'un vieillage, je me suis très souvent entendu répondre « Ouh là là, mais lui, il a 100 ans, ou 150 ans, 200 ans », y compris par des gens lettrés. Alors, ce n'est pas le grand âge de la personne qui est mis en avant, c'est son expérience de la vie, c'est une descendance nombreuse, c'est l'honneur de sa famille, c'est beaucoup d'autres choses. Tout ça pour dire que c'est pas facile de penser la vieillesse d'un point de vue universaliste. Parce que c'est pas facile de penser la vieillesse dans la diversité de ses formes, parce qu'on est très marqué dans nos débats par une vision du vieillissement qui est la nôtre. Une vision en termes d'âge, précisément. On le voit bien dans tous les débats actuels autour de ce fameux âge de la retraite. Mais ça, c'est un fait des sociétés industrielles et post-industrielles que de produire des individus inactifs, des retraités dépendants. Et c'est une idéologie de nos sociétés que d'imposer une vision de la vieillesse étroitement corrélée au passage du statut d'actif au statut d'inactif ou de productif à improductif. La plupart des sociétés n'autonomisent pas ainsi le travail et l'économie et donc ne lient pas le statut d'un individu à sa seule force de travail. Beaucoup de sociétés reconnaissent le statut d'enfant, d'homme, de femme, mais pas celui de vieux ou de vieille. Une fois sorti de l'enfance, après la parenthèse de la jeunesse, on demeure adulte jusqu'à sa mort et il n'existe pas d'espace social particulier pour les personnes âgées. Il n'y a pas a priori d'activité dont elles soient exclues et parfois dans certaines sociétés il n'y a pas de terme pour désigner la vieillesse. Dès lors, la vieillesse apparaît qu'à partir du moment où les individus deviennent incapables d'effectuer certaines activités, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dépendance. Il n'y a pas un âge, il n'y a pas une catégorie de la vieillesse, mais il y a des individus qui deviennent physiquement vieux. Alors si je le dis autrement, la catégorie statistique des plus de 65 ans, ou selon les enquêtes des plus de 60 ans, qui est utilisée au niveau mondial dans toutes les études statistiques, c'est un indicateur qui n'a aucun fondement dans un grand nombre de sociétés. On est également très marqué dans nos sociétés occidentales par une vision de la vieillesse en termes, alors je vais reprendre, je ne sais plus le terme que tu as employé au début, une vision tragique, tu as dit, en termes de déchéance, du moins actuellement, parce qu'au cours de l'histoire, les représentations de la vieillesse n'ont pas toujours été celles-ci.
hein, mais une vision de la vieillesse en termes de déchéance. Et souvent, dans le débat public, on est quand même frappé par le fait que les vieux, pour le dire vite, ils sont inactifs, ils sont improductifs, ils sont malades, ils sont dépendants et ils coûtent cher à tout le monde en termes de protection sociale, et de plus en plus cher. Hein. Alors, d'autant plus fortement cette vision qu'on place au cœur de notre idéologie l'autonomie individuelle. Hein. C'est évident que les valeurs d'autonomie et d'individualité, qui sont très très fortes dans nos sociétés, font qu'on envisage la vieillesse comme une période de déclin. Comme une période justement de dépendance, de dégénérescence, de perte. Hein. La vieillesse n'est ni souhaitable ni enviable, et on lutte même pour essayer de retarder ce processus. D'où nos difficultés à appréhender la vieillesse de façon différente, en termes de sagesse, en termes de ressources, en termes d'expérience. Eh bien, dans bien des sociétés exotiques, on a une conception tout à fait différente. Hein. On a une conception, par exemple, cyclique du temps, et pas linéaire du temps, ce qui fait que ni la naissance ni la mort ne sont un début ou ne sont une fin d'un processus. Hein. Les individus ne sont que de passage sur Terre. Les âmes ou les esprits, pour employer un vocabulaire qu'on comprend, les âmes ou les esprits des défunts donnent vie au nouveau-né. La mort n'est pas une fin, la naissance n'est pas un commencement. Les positions dans le cycle de la vie sont relatives, et donc la vieillesse n'implique pas forcément la fin de la vie. Elle peut être au contraire synonyme de renouveau, de renaissance, de vitalité. Elle peut être marquée par une perspective positive. Hein. Dans certaines sociétés, traditionnellement, parce que ça s'estompe aujourd'hui, mais les cycles initiatiques qui permettaient autrefois aux hommes d'atteindre la pleine maturité sociale, alors chez les aborigènes en Australie, dans toutes les sociétés océaniennes, par exemple, mais pas que, les dernières étapes de ces cycles initiatiques, c'était vers 50 ans, 60 ans que les hommes pouvaient les passer. Hein, pas avant. Et ces hommes-là qui arrivaient à passer ces derniers stades de ces cycles initiatiques qui s'étendaient sur des années, ils étaient vénérés non pas comme des individus âgés, finis, mais comme des individus en voie de renaissance sur le chemin de l'ancestralité, et qui allaient donc être intermédiaires entre les hommes et les puissances divines, hein, protecteurs de leurs descendants. Alors, tout ça pour vous dire que vous le voyez, parler de vieillesse, on convoque tout de suite un biais ethnocentrique, tant le concept même de vieillesse, on le pense par référence à nos pays et par rapport au monde du travail, et par rapport à cette coupure actif dans le monde du travail, inactif après la retraite. Hein. Et à cet égard, un regard réflexif sur ce que la vieillesse engendre ou suggère ailleurs, dans d'autres contextes socio-culturels, ne peut qu'être précieux. Alors, je ne peux pas m'étendre davantage sur cette première partie. Hein. Je pourrais souligner la très grande variabilité du statut des personnes âgées d'une société à une autre, hein, du plus grand respect jusqu'à l'abandon, voire même jusqu'au géronticide, hein, parce que dans certaines sociétés, on aidait les personnes âgées à partir. Elles le demandaient parfois, hein, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des sociétés. Par contre, ce que je peux souligner, ce qui me semble important en guise de conclusion de cette première partie, c'est qu'au-delà de la diversité des sociétés, partout, dans toute société, ce qui est en jeu, fondamentalement, au-delà de la question de la vieillesse, c'est la question des relations entre générations. La grande controverse entre les générations, elle se cristallise toujours et partout autour de trois grandes questions. L'accès à l'avoir, c'est-à-dire qui possède la richesse, l'accès au pouvoir, qui possède la capacité décisionnelle,
et l'accès au savoir. Qui détient le savoir? L'avoir, le pouvoir, le savoir, ce sont toujours, dans toutes les sociétés, les grandes articulations autour desquelles se confrontent et donc se disputent les générations. Quand une bonne régulation est trouvée, alors les relations intergénérationnelles peuvent être relativement apaisées, sachant qu'elles ne peuvent jamais l'être complètement. Quand tel n'est pas le cas, alors elles peuvent être potentiellement conflictuelles ou très conflictuelles. Le vrai enjeu, c'est l'équilibre des générations en termes de, encore une fois, partage des ressources, des richesses collectives, du pouvoir, des valeurs, des savoirs. C'est le lien intergénérationnel qui fait société. Les anthropologues le savent bien, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. Alors, je ne vais pas développer qu'est-ce qui fait dire tout ça aux anthropologues. Si vous avez des questions, je pourrais y revenir après. J'aborde le deuxième partie, les solidarités familiales. Et si les pays européens s'inquiètent du coût du maintien de leur système de protection sociale, conçu dans des contextes économiques et démographiques différents de ceux d'aujourd'hui, les pays du Sud se voient confrontés à un double défi, comme je l'ai dit en introduction, la rapidité de leur transition démographique et puis la faiblesse, voire même l'absence de leur système collectif de protection sociale. Et que ce soit au nord ou que ce soit au sud, partout le recours au réseau familial est indispensable pour pallier les insuffisances des systèmes de protection sociale, et parfois c'est tout simplement la seule option, il n'y en a pas d'autre. Alors, on le voit très bien ça dans les cas heureusement rares, sans doute extrêmes, mais néanmoins existants et très révélateurs, dans les cas où le réseau d'entraide familiale est absent. Je prends un exemple de terrain au Maroc où j'ai fait mes enquêtes. Il n'existe pas de maison de retraite au sens usuel du terme au Maroc. Il existe en revanche, il commence à se développer un petit peu des structures privées, mais elles sont à destination des résidents étrangers, mais il n'existe pas le principe des maisons de retraite. Par contre, ce qu'il existe, c'est ce qu'on appelle des centres pour personnes âgées indigentes, que gère l'entraide nationale et qui sont des institutions qui sont à destination des personnes âgées indigentes, alors souvent qui sont recueillies dans la rue, ramassées par la police, le voisinage appelle, les services sociaux, l'hôpital qui cherche une solution. J'ai pu visiter celui d'Agadir, j'ai pu au sud du Maroc, j'ai pu m'entretenir avec un responsable, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs résidents. Un constat très rapide. Sur 45 personnes, on était au moment de l'enquête fin 2011, 45 personnes, 25 hommes, 20 femmes, aucune n'avait de famille proche, ni conjoint, ni enfant. Sur les 20 femmes, 4 seulement avaient été mariées, un moment très bref de leur vie, et aucune n'avait d'enfant. Si elles en avaient eu, ils étaient morts en bas âge, ou bien le lien avait été rompu très tôt. Aucune n'avait de lien avec aucun enfant. Idem pour les hommes. Pas d'enfants. Parfois, ils avaient divorcé pour cause de stérilité, d'ailleurs, ou des enfants décédés en bas âge. Premier constat. Deuxième, leur parcours. Orphelins ou orphelines de père et mère, ou bien de mère, souvent. Le père s'est remarié. La belle-mère ne s'occupait pas bien d'eux, certains ont été maltraités. Donc des enfants qui ont quitté très tôt leur famille, donc qui ont perdu le contact avec leur fratrie, leurs frères et sœurs. C'est éventuellement la seule relation familiale qui demeure pour moins de 5 résidents, où 1 ou 2 fois par an, ils ont la visite d'un frère, d'une sœur. La plupart de ces hommes et de ces femmes sont analphabètes, ils n'ont pas pu aller à l'école. Ça a été des enfants travailleurs, qui ont travaillé toute leur vie, dans des métiers évidemment les plus mal payés et les plus dévalorisés, petites bonnes pour les filles, employés de hammam, dans la restauration, à l'usine, pour les hommes également, la maçonnerie, la restauration, les ordures, etc. Et
quand ils arrivent au centre pour personnes âgées, c'est quand ils ne peuvent plus travailler. Et quand ils ne peuvent plus travailler, c'est quand il y a eu un problème de santé auquel ils n'ont pas pu faire face. Un accident ou une maladie. Et c'est à partir du moment où ils n'ont pas pu se soigner, faute évidemment de couverture santé, qu'ils n'ont pas pu travailler, que leur situation s'est très vite dégradée au point de se retrouver à la rue. Alors je prends cet exemple, juste, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour souligner une grande loi sociologique, la famille est intégratrice, la famille est protectrice. Durkheim l'avait montré. En cas de défaillance de la famille, et bien tout de suite, on est dans une très très grande vulnérabilité. Et c'est là qu'on mesure, à contrario, l'importance des solidarités familiales. Les personnes âgées recueillies dans ces centres, précisément, sont dépourvues de réseau familial. Alors, en l'absence d'une offre qui ne soit pas seulement réservée aux indigents, les familles marocaines, elles ne peuvent pas faire autrement, elles n'ont pas d'autre solution que de prendre en charge leurs parents âgés, dont certains sont dépendants. Et c'est la même chose pour l'ensemble, un très grand nombre de pays africains, même s'ils se mettent en place un petit peu des systèmes, commencent à se mettre en place des systèmes de protection. Les systèmes de protection qui existent, ils sont uniquement pour les fonctionnaires ou parfois un petit peu dans le privé, mais ils sont très marginaux. Alors, je reviendrai, mais le terme même de solidarité, souvent on le met entre guillemets, les anthropologues ou les sociologues, pour montrer ce que tu as dit, Sophie, que ce n'est pas un terme qui va de soi. Et c'est un terme qui demande à être interrogé. Qu'est-ce qu'on met sous cette étiquette? Quelles réalités diverses recouvrent la solidarité? Sur quel fondement reposent les solidarités? Quelles inégalités marquent les solidarités? Ou masquent, je dirais même, les solidarités? Inégalités en termes de génération, de sexe, etc. Quelles tensions accompagnent les solidarités? Quelles évolutions on peut repérer? Toutes ces questions, évidemment, demandent à être travaillées. Elles sont très vastes. Je ne vais pas en faire le tour là. Je vais me contenter de quelques idées sur lesquelles on pourra réfléchir. Et j'accentue sur des idées qui complexifient les analyses en termes de regard disciplinaire, puisque j'ai compris que c'était un des intérêts de ce séminaire. La première idée que je voudrais évoquer, c'est l'idée que les relations intergénérationnelles, elles se construisent tout au long de la vie. Et donc, on ne peut pas se contenter de les appréhender au moment de la vieillesse. L'intérêt de la démarche anthropologique, c'est précisément de ne pas isoler la vieillesse en tant qu'objet d'étude en soi, mais au contraire de concevoir cet âge de la vie en relation avec les autres étapes de l'existence. Et nos politiques publiques ont souvent tendance à se concentrer sur des âges particuliers de la vie, Sophie l'a mentionné. En réalité, ce qu'on observe, et si j'ai développé d'ailleurs l'exemple des personnes âgées au Maroc qui sont recueillies dans ces centres pour personnes indigentes, c'est bien dans l'optique de souligner que c'est tout au long du parcours de vie que se construit la vieillesse. Les carrières de vieux ou de vieilles, comme emploient parfois cette expression les collègues sociologues, elles se construisent tout au long du cycle de vie. Et les inégalités ou les disparités socio-économiques qui se cristallisent fortement au moment de la vieillesse, en réalité, elles n'apparaissent pas brutalement. Elles sont l'aboutissement d'un long processus qui les ont construites. Si l'individu n'a pas constitué un important réseau qu'on appelle un capital social, il se retrouve dans l'insécurité à l'âge de la vieillesse. Et insécurité, évidemment, je le souligne, mais d'autant plus forte en l'absence de politique publique de prise en charge de la vieillesse. On ne se rend pas compte. C'est pas du tout pour atténuer les débats actuels, mais on ne se rend pas compte quand on n'a pas voyagé dans des pays où il n'y a pas de protection sociale, de la chance qu'on a de vivre dans des pays où il y a de la protection sociale. Alors, il faut se battre pour la préserver, mais on n'a pas idée. Je vous donnerai quelques exemples. En tout cas, moi,
c'est ce regard un peu anthropologique totalisant qui m'a permis dans mes enquêtes de considérer l'ensemble des relations familiales et non seulement la prise en charge des personnes âgées, pour essayer justement de tenter de rendre compte des solidarités familiales dans une approche anthropologique. Je m'en suis vite rendu compte d'ailleurs. J'interrogeais les gens, les individus, parfois en famille, sur la prise en charge familiale de la vieillesse, sur les difficultés qu'ils rencontraient autour de cette question, et les gens me répondaient d'une façon beaucoup plus générale à propos de l'ensemble des problèmes qu'ils rencontraient, et pas à propos de la vieillesse, ou pas forcément à propos de la vieillesse. Et d'ailleurs, le premier constat que j'ai fait, ce n'est pas la vieillesse qui préoccupe les individus, c'est la santé, à propos de n'importe quel membre de la famille. Alors évidemment, vous allez me dire, vieillesse et santé sont étroitement corrélées, puisqu'on sait bien qu'avec l'âge, plus l'âge avance, plus la dégradation de la santé est présente. Mais pas seulement, à d'autres occasions, au moment des accouchements, au moment pour la prise en charge des maladies chroniques, pour tous les soins dentaires, ophtalmo, pour des soucis de santé bénins qui sont insurmontables quand on n'a pas de couverture santé. Et le déterminant des relations de vulnérabilité, alors vous avez, je crois, une séance sur la vulnérabilité, mais pour les gens, ce n'est pas l'âge, c'est la santé. Et l'âge de 60 ans, souvent pris comme mesure de la vieillesse, il ne signifie rien à cet égard. Majorité des personnes âgées continuent à travailler au-delà de 60 ans, tant qu'elles peuvent. Elles diminuent progressivement leur activité en fonction de la baisse de leur capacité, et elles demeurent actives, elles demeurent très longtemps actives, notamment dans les soins qu'elles apportent aux petits-enfants. Alors ça, c'est un universel. On le rencontre partout. Et parfois, d'ailleurs, dans des contextes dramatiques de guerre ou d'épidémie du VIH-Sida, je pense à l'Ouganda, où les démographes ont montré, alors massivement, une génération disparaît, c'est les grands-parents qui sont en charge des petits-enfants, et les grands-mères. En cas de migration aussi, dans les pays où les migrations sont soutenues, en Asie notamment, en Amérique centrale, très fréquemment, les individus qui migrent confient les enfants à des grands-parents. Donc, rôle très important des personnes âgées. Alors, la seconde idée que je voudrais évoquer, c'est que les solidarités, elles ne se limitent pas aux relations entre ascendants et descendants. Trop d'enquêtes présupposent ça. Elles s'étendent au-delà des liens parents-enfants et elles se manifestent dans des contextes élargis, notamment à la fratrie. On ne met pas assez l'accent sur les solidarités intragénérationnelles. Alors c'est certainement plus vrai dans les pays du Sud, ok, mais je me demande si on n'a pas tendance dans nos pays à négliger ces solidarités intragénérationnelles. On s'aide, on se soutient beaucoup entre frères et sœurs, entre cousins, entre neveux, nièces et oncles et tantes, autour des questions de santé, autour des questions éducatives, qui sont un autre grand enjeu des solidarités. Participer au financement des études, héberger un jeune frère, un jeune neveu, un jeune cousin, pour qu'il puisse venir poursuivre des études au collège, au lycée, voire se cotiser pour lui payer une formation en Europe ou en Amérique. On voit cette occurrence-là très très souvent. Bon nombre au Maroc, bon nombre de frères et sœurs aînés, alors du fait des décalages d'âge importants au sein des fratries, ont pris une part active dans l'éducation des plus jeunes, au point que les jeunes les appellent des termes de père et mère, baba, oui, pour dire c'est comme s'il était un père. On s'aide également beaucoup autour du logement. Je vais y revenir, cohabitation sous toutes ses formes, également pour construire les logements. On s'aide évidemment pour la prise en charge des dépendants. Alors, je vous donne juste quelques exemples très précis pour que vous vous rendiez compte, tirés de mes enquêtes au Maroc, de ces solidarités intra- et intergénérationnelles. Dans une famille, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui se sont cotisés collectivement pour prendre en charge l'accouchement par césarienne d'une des belles-sœurs. 10 000 dirhams, leurs frères et leurs belles-sœurs ne pouvaient pas payer. Les frères et sœurs ont donné leurs économies pour payer.
Une occurrence qui revient souvent, je l'ai dit, c'est les jeunes qu'on prend en charge pour être scolarisés. Les jeunes qu'on prend en charge parce qu'il y a trop de bouches parfois à nourrir et qu'on en a moins, donc on va soulager le frère et la sœur, on va prendre un neveu, une nièce. Hein. C'est extrêmement fréquent dans toutes les sociétés. Hein. Évidemment, ceux dont un parent, mère ou père, est décédé, hein, qu'on va prendre en charge, et ceux-là se sentent redevables par la suite, évidemment. Et ils vont d'autant plus aider les oncles et tantes qui les ont aidés. Hein. Une autre occurrence qui revient également très souvent sous des formes différentes, ce sont toutes les situations de cohabitation, qui sont extrêmement variables, mais qui profitent aux uns et aux autres, hein, au point qu'on se demande parfois, face à l'intrication et à l'entrecroisement des formes de soutien, mais qui aide qui? Qui a la charge de qui? Hein. Parce que les cohabitations, alors il y a toute une dynamique des cohabitations, de la cohabitation, de la décohabitation, ça ne cesse de se composer, de se recomposer, hein, sous des formes intergénérationnelles mais aussi intragénérationnelles. Les étudiants qui quittent le foyer paternel pour rejoindre l'université, certains vont en résidence universitaire, mais beaucoup sont hébergés en ville, chez des oncles et des tantes, chez des grands frères, chez des grandes sœurs, les jeunes travailleurs aussi. Les jeunes couples continuent souvent de cohabiter, soit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, soit parce qu'ils essayent d'économiser un peu pour pouvoir décohabiter après, mais ils continuent de cohabiter au domicile parental. Hein. Et bien des parents âgés continuent de soutenir les jeunes, hein, du fait évidemment des difficultés d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Hein. Les parents âgés viennent cohabiter avec leurs enfants. Hein, dans certaines familles, il y a même un tour de rôle. Les gens le disent. Petit Willy, un tour de rôle. Un mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois. Hein. Un frère ou une sœur veuve, célibataire, âgée, est pris en charge et rejoint le foyer de son frère ou de sa sœur, souvent de son frère plus jeune. Au final, très peu de personnes âgées vivent seules. Les enquêtes statistiques montrent que c'est moins de 10%. Hein, donc on est dans des systèmes de cohabitation. Des fratries peuvent continuer à cohabiter ensemble, même après le décès des parents. Parfois se reconstituent, hein, et en ville, on voit aussi des formes parfois nouvelles, où des frères essayent d'habiter à proximité ou dans des maisons. À chaque étage, on trouve un des frères avec sa famille. Hein, et on prend en charge une sœur encore célibataire ou une sœur divorcée. Hein. J'ai vraiment rencontré tous les cas de figure. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple pour que vous mesuriez un peu l'importance de ces formes d'entraide et de soutien. Hein. C'est l'exemple de Fatima, qui n'a pas de pension de retraite, qui n'a pas de couverture mutuelle pour sa santé et qui est toute seule. Son mari l'a répudiée depuis fort longtemps. Elle a 10 enfants. Hein. Elle habite, la maison qu'elle habite avec ses 2 filles appartient à un des fils qui est émigré en Allemagne, mais qui a financé la maison à Agadir, où elle est venue quand elle était trop âgée pour vivre tout seul. Elle habitait avant à Marrakech. Alors l'importance de l'aide fournie par les émigrés, hein, est bien mesurée là, hein, et elle est importante. Hein. C'est la première source de revenus de la population âgée au Maroc. Hein. C'est l'aide qu'envoient les émigrés. Hein. Mais c'est la même chose dans d'autres pays, au Sénégal, ailleurs. Hein. Donc l'aînée des filles qui cohabite avec Fatima est divorcée, sans ressources, elle ne travaillait pas. Elle est venue au foyer que finance donc le frère émigré en Allemagne. Elle ne travaille pas, elle a une fille collégienne à charge. Et l'autre fille, la Benjamine, elle travaille dans une agence de voyage, elle a autour de la trentaine, elle n'est pas mariée, elle dit qu'elle met entre parenthèses, c'est sa propre expression, sa vie personnelle pour s'occuper de sa sœur aînée qui a un peu des problèmes psychiques et de sa mère. Hein. En même temps, elle profite d'une maison agréable, parce qu'elle gagne un tout petit salaire et elle ne pourrait pas se payer un loyer. Elle pourrait difficilement se payer un loyer. Hein, donc elle économise le prix d'un loyer. Une autre sœur mariée habite en périphérie et passe voir presque tous les jours la mère et ses 2 sœurs.
D'autres filles un peu plus éloignées passent aussi. Hein, au quotidien, ce sont les filles, j'y reviendrai, qui prennent soin de leur mère. Les frères, eux, ils financent. Ils financent le foyer composé de leur mère et de leurs deux sœurs. Hein. Ils financent beaucoup la santé. Hein. Ils financent l'éducation de la nièce. Et ils donnent régulièrement de l'argent en fonction des besoins. Alors, vous le voyez, c'est une occurrence, ça, qui revient très très souvent. Hein, le fait que les sœurs divorcées, les sœurs célibataires, en même temps qu'elles prennent en charge un parent âgé ou deux parents âgés, bénéficient en retour du soutien de la fratrie. Et c'est un rôle en plus conforme à une certaine idéologie qui veut que les hommes soient protecteurs et que les femmes n'habitent pas seules. Bon, il y aurait, mais d'une manière générale, la féminisation des soins aux personnes âgées, ça c'est un grand universel. Hein. Je crois que vous en avez parlé sans doute la semaine dernière, donc j'y reviens pas. Mais ce que vous voyez, c'est l'ensemble des échanges de services et de biens qui se nouent autour de ces différentes formes de cohabitation. Une certaine réciprocité de l'aide s'installe dans la durée, au point que, encore une fois, qui aide qui? Qui soutient qui? Parce que l'entraide va dans les deux sens, elle est réversible. Plus les familles sont nombreuses, évidemment, plus c'est propice à mettre en place ces systèmes d'organisation. Hein. Ça m'amène à souligner ma troisième et dernière idée, je m'arrêterai là. Les solidarités, elles se fondent autour de la notion de réciprocité. Je crois que tu as employé ce terme, autour de ce que les anthropologues appellent le don et le contre-don, ou le cycle infini du don et de la dette, puisque l'envers du don, c'est la dette, on le sait bien. Les solidarités, elles forment des chaînes, si on parvient à les appréhender dans le temps, hein, et non plus seulement au temps T de l'enquête, hein, et si on parvient à les appréhender dans leur dimension plurielle, intergénérationnelle aussi bien qu'intragénérationnelle, et pas seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle, évidemment, du groupe de parenté. Hein. Et ces chaînes de solidarité, elles sont tissées de multiples relations extrêmement variées, mais qui s'appuient sur ces notions de réciprocité, de don contre don, de dette. Le soutien dont bénéficient les personnes âgées en fin de vie, il est d'autant plus fort qu'elles ont participé et alimenté tout au long de leur vie ces chaînes de solidarité. Hein. Je prends un exemple qui m'a souvent été cité, ce sont des neveux qui m'ont dit « Moi, je continue à aider mon oncle, je continue à aider ma tante, parce que je n'oublie pas que ce sont eux qui m'ont permis d'aller à l'école, ce sont eux qui m'ont permis de devenir ingénieur pour l'un, je ne me souviens plus pour l'autre. Alors, un neveu avait financé la maison de sa tante veuve, l'autre complétait la même pension de son oncle, et un troisième avait pris chez lui sa tante âgée, qui pourtant avait des enfants, mais elle était revenue chez lui, et lui avait tenu à la prendre pour la fin de sa vie, parce qu'elle était malade, et il disait, elle est venue finir sa vie chez moi. Il en était fier d'ailleurs, et dette. Hein. Alors évidemment, on est là dans une des grandes lois de la vie sociale qu'ont très bien mis en évidence les anthropologues. Hein. On est redevables les uns envers les autres, au premier rang desquels ses proches, de ce qu'ils ont fait pour nous-mêmes. Hein, on le retrouve ça. Et ça, c'est le moteur de la solidarité. Hein, ou si vous préférez, c'est le moteur de la contrainte de la solidarité. Hein, du fait qu'en l'absence de toute contrainte institutionnelle qui vous oblige à être solidaires les uns des autres, le seul fait que vous dépendiez des autres vous contraint à jouer le jeu. Parce que ne pas participer à ces chaînes de solidarité, c'est évidemment se priver de soutien le jour où soi-même on en aura besoin. Qui peut se le permettre? Seuls ceux qui bénéficient de solidarité d'ordre public, très peu, via les systèmes de protection sociale, ou bien ceux qui ont suffisamment amassé de richesses personnelles pour s'affranchir des solidarités privées familiales. Hein. Et encore ceux, mais on a vu ce que ça donnait, qui n'ont jamais pu entrer dans le jeu des solidarités parce qu'ils ont été exclus dès le départ de la famille, parce qu'ils ont toujours été trop pauvres, donc trop occupés par leur propre survie personnelle pour être en mesure de donner.
hein. Les exigences de réciprocité dans les relations sociales conduisent à la marginalisation des plus démunis. Hein. Alors, je vais conclure. Avant, je vais juste évoquer une idée, mais je ne vais pas la développer parce que le temps passe, hein, tout simplement. C'est le fait que les solidarités, évidemment, elles s'accompagnent toujours de tensions. Hein. Elles ne vont pas de soi, ce n'est pas de la générosité, hein, tu l'as dit. Hein. Elles s'accompagnent d'inégalités, elles s'accompagnent de dettes. Une des lignes de tension forte qui apparaît aujourd'hui, hein, de façon assez générale, mais il y en a d'autres, hein, mais une des lignes de tension forte, c'est l'inégalitaire répartition du travail de care, comme on dit, entre les sexes. Hein. C'est le fait que, d'une manière générale, la prise en charge au quotidien des personnes âgées, elle repose sur les femmes, les filles, les belles-filles, les sœurs. Hein. C'est le même constat que font les sociologues chez nous, les anthropologues font aussi ce constat. Hein. Mais je crois que vous avez une séance sur le genre, donc je ne vais pas développer. Hein. De la même façon, on pourrait développer, mais aussi c'est la figure de la personne âgée pauvre, c'est la figure de la vieille femme. Beaucoup plus que la figure du vieil homme. Hein. C'est très très net. Hein. Alors, je dirais, ce que l'ensemble des études montrent, j'ai évoqué ici des exemples marocains, mais qui sont très généralisables aux autres contextes, c'est que dans l'ensemble, les solidarités familiales, elles demeurent fortes, elles demeurent prégnantes. On ne peut pas dire qu'elles soient en déclin. Par contre, elles se recomposent et elles sont amenées à se transformer, inévitablement. Pourquoi ? Du fait des transformations démographiques. Les solidarités d'aujourd'hui reposent sur des arrangements qui ne pourront plus être tenus à l'avenir. Parce que la taille actuelle des familles, elle permet une répartition des tâches et des rôles. L'un héberge, l'autre donne de l'argent, un autre donne du temps, une autre donne du temps, hein, mais le poids de la prise en charge des dépendants, il est réparti. Hein. L'exemple de Fatima, elle a 10 enfants, hein, mais à cette génération, on en avait 7, 8. Hein. Les familles de demain, 2 enfants. Est-ce qu'elles pourront se permettre un tel mode de gestion des solidarités? Ensuite, ce qui va changer, c'est forcément, et ce qui va amener des recompositions, c'est tout ce qui se joue en termes de modernisation des sociétés, d'urbanisation, de nouveaux modes de vie qui entraînent l'éloignement des générations, et puis d'émancipation, d'autonomie des jeunes qui ne veulent plus cohabiter, qui veulent prendre leur indépendance, des filles qui accèdent aux études, qui accèdent à l'emploi et qui ne veulent plus se sacrifier. C'est un terme qu'emploient beaucoup les femmes, notamment les femmes de 50, 60 ans aujourd'hui, qui ont dit on s'est sacrifié, hein, pour s'occuper de nos parents et de nos beaux-parents, nos filles ne le feront pas. Hein, et nos belles-filles encore moins. Elles anticipent d'ailleurs que c'est les filles qui vont prendre le relais des belles-filles. Hein. Donc il y a des tensions très fortes qui se manifestent là, hein, autour de ces sacrifices, de la cohabitation. Alors toute la question est évidemment, est-ce que ces processus d'individualisation, est-ce qu'ils s'accompagneront de formes de publiques, collectives, de protection sociale, hein. Et pour terminer, et pour rejoindre ce qu'a évoqué Sophie, c'est pas seulement pour des raisons d'ordre affectif que les individus restent attachés au modèle de la solidarité familiale. Bien sûr, l'affectif joue, hein, mais c'est parce que pour le plus grand nombre, c'est le seul qui soit accessible. S'il n'y a pas de solidarité publique, c'est la famille. Et s'il n'y a pas de famille, on est à la rue. Hein. Et donc, ça explique aussi pourquoi des tensions très fortes traversent, hein, ces solidarités. Et comment mettre en place de nouveaux modèles quand on continue à dépendre des protections garanties par la famille. Hein. Donc on ne peut pas, dans les réflexions, dissocier finalement les formes de soutien familial de la présence ou de l'absence de formes publiques, collectives, institutionnelles de soutien.
Parce que trop souvent, on oppose les sociétés du Sud aux sociétés du Nord. Au Maroc, je me suis souvent entendu dire « Ah ben chez nous, on n'est pas comme chez vous, on n'abandonne pas ces vieux ». J'étais un peu choquée quand même en disant « On n'abandonne pas ». Mais il y a cette image que nous, en Europe, on abandonne nos vieux. Et le fait d'ailleurs de ne pas cohabiter avec eux, c'est perçu comme déjà un abandon. Et j'essayais de dire que c'était un peu plus compliqué que ça. Mais on oppose souvent. En réalité, on ne peut pas opposer ainsi. Tout se tient. C'est beaucoup plus complexe. Voilà, je ne vais pas développer, j'aurais pu développer d'autres choses, mais je crois qu'on a assez développé toutes les deux. Voilà. Merci.